dernière situation qu'on voulait évoquer au cours de cette émission du CCFU Online, consacrée à l'atteinte ganglionnaire, c'est la situation de la récidive biologique après traitement chirurgical ou après radiothérapie, situation dans laquelle les nouveaux moyens d'imagerie, notamment l'imagerie métabolique, permettent de retrouver une atteinte ganglionnaire. Donc typiquement chez ce patient, 62 ans, avec un PSA 12, un glisone 7, là encore une tumeur de risque intermédiaire, avec sur l'IRM une tumeur T3A, pas de ganglion, une scintigraphie normale, un patient qui a été opéré et dont l'anapathe post-opératoire montrait une tumeur PT3A-R1 N0 avec un PSA post-opératoire indétectable. Ce patient a bénéficié d'une radiothérapie adjuvante compte tenu du caractère extracapsulaire de la tumeur. Et chez ce patient, on va voir une récidive biologique progressive avec les chiffres qu'on voit sur la diapo. Alors, dans cette situation, Christophe, de récidive biologique, après chirurgie, après radiothérapie, quel bilan et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il semble intéressant de rechercher la cause de la récidive biologique. On voit que là, il a une récidive biologique nette avec un PSA à 3,2, 3 ans après la fin de l'irradiation. Et pour l'instant, l'examen le plus performant disponible en France, c'est encore une fois le TEP à la choline, qui trouve là une vraie indication pour rechercher donc la cause de cette récidive biologique. Et ce qu'il en est de la récidive ganglionnaire isolée, c'est que le TEP à la choline permet dans 15-20% des cas de détecter ces récidives ganglionnaires isolées, comme on le voit sur cette imagerie, récidives qui peuvent être confirmées par des IRM. Dans la expérience limitée que nous avions sur l'hôpital Saint-Louis, ça confirme les données de la littérature. Vous voyez qu'en cas de récidive biologique après radiothérapie, il y a à peu près 40% de récidive locale, 25% qui ont des ganglions, mais uniquement 14% qui ont une récidive ganglionnaire isolée, puisqu'il y a en général une récidive locale et une récidive ganglionnaire. Les autres ont soit des métastases, soit on ne retrouve pas de cible sur le bilan. C'est une stratégie qui peut se discuter. Guillaume, je ne sais pas quelle est ton attitude devant cette approche thérapeutique. Donc chez ces nouveaux patients chez lesquels on est amené à trouver une récidive ganglionnaire isolée dans le cadre d'une récidive biologique, comment est-ce que tu raisonnes Alors déjà, comme l'a dit Christophe, c'est l'imagerie qui nous a un peu fait détecter ces nouvelles situations. Donc une récidive biologique, c'est plus juste local et métastatique, c'est local, récidive ganglionnaire pelvienne et métastase extra-pelvienne. Et c'est vrai que dans cette situation de récidive ganglionnaire, l'important c'est de localiser la récidive et de détecter précocement pour éventuellement envisager un traitement ciblé de cette récidive ganglionnaire. Dans notre cas clinique, on a donc une récidive qui est iliaque externe droite, unique, avec un temps de doublement du PSA à 6 mois, et cette récidive a bien été mise en évidence sur le TEP à la choline. Christophe l'a dit, le TEP à la choline, c'est l'imagerie actuellement qu'on doit faire dans le cadre des récidives biologiques chez des patients qui peuvent subir un éventuel traitement de rattrapage. Mais cette imagerie n'est pas encore idéale et elle est fonction surtout du taux de PSA. Donc oui, il faut détecter précocement, mais on est aussi limité par un taux de PSA avec un seuil à 1 voire 2. Et au-dessus de 2, là, on a un vrai intérêt, une vraie bonne performance diagnostique de ce TEP à la choline. La vélocité joue également, et pour des petits PSA avec une grande vélocité, on peut proposer cette imagerie pour détecter la récidive. On va détecter cette récidive pelvienne, ça permet d'éliminer des localisations secondaires, et le TEP à la choline va aussi bien voir des métastases, d'autres métastases ganglionnaires que des métastases osseuses. Et également, on peut avoir un rôle pour détecter une éventuelle récidive locale dans le lit de la prostatectomie, ou au niveau de la zone irradiée prostatique, même si on a une faible résolution spatiale et probablement on complétera par une IRM. L'imagerie de l'avenir, c'est probablement une nouvelle imagerie fonctionnelle avec le PSMA, donc l'antigène spécifique membranaire prostatique. Et là, on va améliorer les performances diagnostiques de l'imagerie fonctionnelle avec une sensibilité et une spécificité qui vont être augmentées par de disponibilité importante en France, quelques faux positifs, notamment un lavage périprostatique qui peut gêner la résolution spatiale au niveau prostatique. En pratique, actuellement, quand on a une récidive pelvienne, on va se baser sur l'histoire de la maladie et si le temps de doublement est faible, plutôt aller vers une récidive locale, donc faire une IRM avec un coût qui sera moins élevé. En cas de récidive suspectée métastatique ou ganglionnaire, c'est-à-dire qu'un temps de doublement inférieur à 6 mois, un TEP à la choline, oui, c'est sûr, si le PSA est supérieur à 1. Et ce PET à la choline peut être envisagé également en cas de PSA faible, mais avec une vélocité élevée,
inférieur à 3 mois. Et encore une fois, on va proposer ce TEP à la choline chez des patients qui sont susceptibles de bénéficier d'un traitement de rattrapage, donc pas forcément chez tous nos patients. On est dans une situation nouvelle, encore une fois, c'était une situation de récidive biologique dans laquelle, classiquement, on traitait la récidive biologique avec de l'hormonothérapie, soit immédiate, soit différée, soit continue, soit éventuellement de façon intermittente. Actuellement, on est dans une autre problématique, hormonothérapie versus traitement de ces cibles qui deviennent visibles. Qu'est-ce qu'il faut faire et quel traitement est-ce qu'on peut envisager quand on traite ces cibles? Radiothérapie, chirurgie? Alors, on n'a pas de réponse scientifique formelle pour l'instant. C'est vrai qu'avant, c'était l'hormonothérapie pour tout le monde. Et maintenant, on va se diriger sur ces traitements ciblés de la métastase ganglionnaire, de la récidive authentifiée sur l'imagerie fonctionnelle, par chirurgie ou par radiothérapie. La première chose à voir, c'est que ce pronostic de la maladie métastatique ganglionnaire est différente d'une maladie métastatique plus avancée, qu'elle soit extrapelvienne, osseuse ou viscérale. Et ça, c'est une étude qui a bien montré que les courbes de survie étaient différentes. Donc c'est une maladie qui est moins agressive si elle n'est que ganglionnaire. Première question à se poser, est-ce que l'hormonothérapie qu'on faisait avant est un standard? Eh bien, pas tant que ça. On va voir que dans les séries rétrospectives, des patients qui n'avaient pas de critères d'agressivité, de critères d'une maladie métastatique évolutive, ne bénéficiaient pas forcément de cette hormonothérapie immédiate. Et on pouvait identifier des sous-groupes de patients qui peuvent bénéficier de cette hormonothérapie, en cas de score de Gleason élevé, de maladies localement très avancées ou d'une récidive biologique très rapide après le traitement local. Après prostatectomie, après radiothérapie, c'est la même chose, quel que soit le traitement local au départ. Et dans cette étude observationnelle de patients en rechute biologique, on voit très bien que les courbes se superposent et qu'il n'y a pas de bénéfice à démarrer tout de suite à la rechute biologique l'hormonothérapie, qu'on peut très bien la différer lors de la récidive clinique. Alors comment traiter? Hormonothérapie ou traitement ciblé? Pourquoi envisager un traitement ciblé? On a tout le rationnel de la maladie oligométastatique, en se disant qu'on peut de nouveau retraiter localement et qu'on va éviter des secondes vagues métastatiques en allant traiter cette maladie ganglionnaire pelvienne. L'autre idée, c'est également de retarder les traitements systémiques. On ne va pas forcément guérir le patient, mais en tout cas, retarder le temps avant les futurs traitements, les futures hormonothérapies et la chimiothérapie. Alors, je vais vous parler premièrement du curage ganglionnaire de rattrapage. Donc, on a vu un petit peu la technique du curage ganglionnaire tout à l'heure. Là, on est quand même dans une autre situation, un patient qui a peut-être déjà été curé, peut-être eu de la radiothérapie, et finalement, quand on regarde les littératures, très peu d'études, aucune prospective et pas d'essais multicentriques. Le niveau de preuve est donc limité, donc attention aux conclusions, et une revue systématique récente n'a pu inclure que 7 articles, donc une interprétation qui doit être nuancée des résultats. Pour quel patient? On va aller vers un curage ganglionnaire de rattrapage, c'est des patients avec une longue espérance de vie, bien sûr informés des risques et des bénéfices, et avec une imagerie qui va nous guider, donc une imagerie qui sera positive avec une maladie ganglionnaire. On connaît à peu près les facteurs préopératoires de réponse à ce curage. Ce qui est important, c'est de bien sélectionner les patients, des patients qui vont être au début de la récidive biologique, donc avec un PSA pré-curage inférieur à 4. On sait que c'est un facteur prédictif de réponse au curage. Chez des patients qui avaient déjà été curés et sans maladie ganglionnaire au niveau du curage, des adénopathies qui sont uniquement pelviennes, pas extra-pelviennes, et un score de Gleason qui est relativement faible, on va dire 6-7. Les hauts scores de Gleason ont probablement une atteinte micrométastatique au-dessus de la sphère pelvienne. La technique, alors, est-ce que pour toi, Christophe, c'est la même technique qu'un curage? Alors moi je pense que le curage, bien évidemment, il faut au moins le rendre équivalent à ce qui est aux recommandations, c'est-à-dire de faire un curage étendu. Si on avait un patient qui avait un curage limité, bien évidemment, il faut l'étendre. Maintenant, tout ceci est à pondérer bien évidemment en fonction de l'imagerie, mais également en fonction de la prise en charge initiale du patient. Le patient qui a eu une prostatectomie, un curage étendu, de la radiothérapie pelvienne et des aires ganglionnaires sera probablement beaucoup plus difficile à prendre en charge chirurgicalement qu'un patient qui n'a eu que la prostatectomie, éventuellement un curage limité. Donc je pense que, de nouveau, ça doit être discuté au cas par cas, mais qu'on doit étendre le curage le plus loin possible en fonction de ce qui a été montré tout à l'heure. Il ne faut pas, en effet, se baser uniquement sur l'imagerie fonctionnelle, et on sait que même si on pense qu'il n'y a qu'un seul ganglion à gauche, dans la moitié des cas, on va retrouver d'autres ganglions qui n'auront pas été vus au PET à la choline, donc il faut faire ce curage bilatéral étendu. Alors quels sont les résultats oncologiques de ce curage de rattrapage?
une réponse biologique complète dans 50% des cas. C'est-à-dire qu'après votre curage, le patient va avoir un PSA indétectable inférieur à 0,2 dans 50% des cas. La survie spécifique à 5 ans est bonne, 80%. On a peu de données à long terme et pas de groupe contrôle. Et quand on regarde en détail, c'est vrai qu'au moins un tiers des patients avaient eu une hormonothérapie adjuvante, donc pas que le curage de rattrapage. Et dans 50% des cas, une radiothérapie de clôture ganglionnaire associée. Donc l'effet oncologique du curage n'est pas encore démontré. Que faire après ce curage de rattrapage? On ne sait pas tout à fait. Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie de clôture ganglionnaire, voire de la loge? Une hormonothérapie, une radio-hormonothérapie? Peu de données pour influencer le traitement après ce curage. Probablement que ce curage peut suffire en cas d'adénopathie pelvienne isolée, de faible nombre de ganglions positifs sur ce curage et de réponse biologique complète après curage. Quels sont les risques chirurgicaux? Finalement, ils sont dans ces études faibles, une morbidité qui n'est pas importante, peu de complications graves, des lymphorrhées, pas de lymphodème. Donc, d'après les études, un curage qui est possible chirurgicalement sans trop de morbidité pour le patient. En conclusion, pour ces curages de rattrapage, une sélection stricte des patients est nécessaire en fonction du PSA, de l'imagerie et de la motivation du patient. Une bonne réponse PSA initiale est retrouvée dans 50% des cas, mais finalement peu de réponses durables et souvent la nécessité de mettre en place des traitements de nouveau de rattrapage, souvent par hormonothérapie. Un facteur prédictif de bonne réponse biologique au curage, c'est le PSA avant curage. Donc sélectionnez bien vos patients et précocement. Ça reste expérimental, donc nécessité de protocole prospectif. Est-ce que c'est bien le curage qui prévient la progression? Et une étude est actuellement en train d'être montée via le CCAFU, une étude de phase 2, où vous pourrez bientôt inclure vos patients dans cette situation. Alors finalement, la question se pose aussi chez les radiothérapeutes, Christophe, puisqu'on a la récidive biologique, des cibles, et donc la tentation, c'est d'aller irradier les cibles. Exactement, ce d'autant que les nouvelles techniques d'irradiation, en particulier la radiation en modulation d'intensité ou la stéréotaxie, permettent d'irradier des volumes ganglionnaires sans avoir trop de risques, en particulier sur l'intestin grêle. Ceci est bien entendu faisable quand la zone n'a pas été préalablement irradiée. Quel volume cible? Là encore, je rejoins ce qu'a dit Guillaume. Le TEP sous-estime fortement l'atteinte ganglionnaire et il est préférable d'avoir un volume cible relativement large, possiblement bilatéral et prenant l'ensemble des aires ganglionnaires pelviennes plutôt que simplement viser le ganglion qui est visible au PET scan. Les données carcinologiques sont encore très très faibles. Je veux juste citer l'expérience de Dijon où sur 31 patients irradiés, il y a eu une durée de contrôle du PSA assez fréquente, mais avec un suivi encore court et une durée de contrôle biochimique relativement faible. Par contre, nous allons avoir des études prospectives. La première, c'est l'étude oligopelvis du GTUG, qui a donc inclus ces malades en récidive ganglionnaire isolée, avec comme principal critère de jugement la survie sans rechute biochimique à 2 ans. Et cette étude comportait donc une hormonothérapie de 6 mois associée à une radiothérapie. Vous voyez 54 grès sur tous les ganglions pelviens, donc sur l'ensemble des aires ganglionnaires pelviennes, 66 grès en boost sur les ganglions positifs au TEP et 66 grès sur la loge prostatique si celle-ci n'avait pas été irradiée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a pu inclure 70 patients en moins de 2 ans, ce qui montre quand même que c'est une pathologie qui est relativement fréquente en France, que la toxicité aiguë est très faible et on aura les résultats de cette étude probablement l'année prochaine ou l'année qui suit. Par contre, une seconde étude va démarrer, et là c'est une étude randomisée, oligopelvis 2, toujours pareil, rechute ganglionnaire isolée sur le TEP scan, avec un bras contrôle hormonothérapie intermittente et un bras expérimental qui associe à cette hormonothérapie intermittente de 6 mois une radiothérapie ganglionnaire. Et l'objectif principal, c'est de retarder la reprise de l'hormonothérapie. Cette étude a reçu un financement du PHRC et devrait démarrer cette année. En conclusion de ce module consacré à l'atteinte ganglionnaire des patients porteurs de cancer de la prostate, finalement des situations qui sont nouvelles, assez récentes. Tout d'abord, les patients PN+, on a vu qu'on voyait de plus en plus de patients PN+, en augmentant l'étendue de nos curages. On voit des patients qui sont avec des petites atteintes ganglionnaires, pour lequel la stratégie thérapeutique adjuvante n'est pas complètement définie. Même chose pour les patients qui sont CN+, les bilans complémentaires, l'imagerie d'IRM scanner permet de détecter des ganglions qu'on ne voyait pas au préalable et se pose dans cette situation, la question du traitement local. Est-ce qu'il faut traiter ces patients qui sont possiblement micrométastatiques? Et la réponse est probablement oui. Et ensuite,
quelle stratégie thérapeutique est-ce qu'il faut adapter la radiothérapie, la chirurgie, au bilan d'imagerie qu'on a en pré-thérapeutique. Et enfin, une situation qui est encore plus récente, qui est la situation de la récidive ganglionnaire isolée. Et ça, dans le cadre de la récidive biologique, soit après radiothérapie, soit après chirurgie, soit même après traitement combiné. Et là se pose la question de la fiabilité de l'imagerie métabolique, ça a été largement signalé. Et se pose la question également de la bonne stratégie. Est-ce qu'il faut irradier? Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie? Et enfin, il faut bien comprendre que cette situation qui change est une situation à laquelle on n'a pas de réponse et qui nécessite qu'on inclue les patients dans des études prospectives pour avoir, oui ou non, un intérêt thérapeutique pour le traitement de rattrapage chez ces patients. Bon, nous arrivons au terme de cette émission, donc merci Christophe, merci Guillaume d'avoir bien voulu répondre à ces différentes situations cliniques qui sont des situations qui nous posent des problèmes au quotidien. Merci au laboratoire Janssen qui sont le soutien institutionnel de ce programme CCAFU Online qui est sur vos écrans tous les 2 mois. Et nous allons remercier Arnaud qui va nous délivrer les take-home messages de cette émission. À très bientôt.